Je voudrais, comme certains de mes prédécesseurs l'ont fait, saluer et rendre hommage à votre combat et à votre courage. Je voudrais vous poser 2 ou 3 questions. La première, c'est que vous avez tout à l'heure parlé de l'importance fondamentale que l'Europe insiste lors du règlement éventuel du conflit sur la libération des otages et plus généralement sur l'ensemble des sujets posés par les prisonniers, par les enfants kidnappés. Mais je voudrais vous poser une question au-delà de ça, au-delà du problème, de ce problème-là. Plus généralement, actuellement, la discussion, on l'a évoqué tout à l'heure, la négociation se fait essentiellement entre les Russes et les Américains, un petit peu avec les Ukrainiens, sans doute pour faire semblant. Comment, à votre avis, l'Europe devrait-elle faire pour imposer sa présence dans les négociations et en tout cas pour peser d'une manière ou d'une autre dans ces négociations? La deuxième question, c'est qu'aujourd'hui, la majorité des troupes russes est faite de soldats en dehors des prisonniers sortis des prisonniers de droit commun sortis des prisons. Essentiellement, la majorité des troupes de la Fédération de Russie est faite de soldats recrutés dans les minorités. Et par conséquent, la majorité des morts qui reviennent dans des cercueils en plomb retournent au Daghestan, en Ingouchi, Tchétchénie, etc. Quelle est la situation aujourd'hui dans ces républiques? Est-ce que la perspective d'une révolte à l'occasion justement du fait que l'armée soit occupée en Ukraine, est-ce qu'il y a des perspectives de révolte comme l'a été la révolte tchétchène dans les années 90? Et plus généralement, comment définiriez-vous cette situation de ces minorités, de ces républiques? Est-ce une situation coloniale ou est-ce que c'est quelque chose de plus compliqué à laquelle nous, ici, Français, traditionnellement colonialistes, mais d'une autre façon, nous ne sommes pas habitués? Et puis, n'y répondez pas si vous ne souhaitez pas y répondre, mais juste une question. Vu de vos yeux de Russe, comment pouvez-vous expliquer, pour nous ce serait important de le savoir, comment pouvez-vous expliquer, parce que c'est une question qu'on se pose et qu'on ne comprend pas, pourquoi l'extrême gauche et l'extrême droite dans nos pays européens, et notamment évidemment en France, sont aujourd'hui pro-Poutine, anti-Zelensky et tout le reste, et qu'est-ce que vous leur diriez? Or, dans ce qui concerne l'Europe et sa place autour de la table des négociations, on sait très bien, en fait, ils l'ont dit publiquement eux-mêmes, on sait très bien que ce que Poutine veut le plus, comme résultat de ces négociations, c'est la réduction ou l'enlèvement des sanctions européennes. Parce que les sanctions américaines ne sont pas grandes en ce qui concerne l'échelle. C'est vraiment les sanctions européennes qu'il veut réduire. Et avec cette situation, c'est inévitable qu'à un moment donné, même si ni Trump ni Poutine ne veulent pas qu'Europe a une place à la table, c'est inévitable qu'un jour ça va se passer. Parce que c'est ça que Poutine veut. Ce n'est pas M. Trump qui peut réduire les sanctions européennes. Heureusement, ce n'est pas à lui de décider. Et donc c'est pour ça que dans ces dernières semaines et mois, j'ai parlé avec beaucoup de chefs de diplomatie européenne à ce sujet. On voit très clairement quelle administration est au pouvoir maintenant aux États-Unis. Ils ne veulent pas parler de ce thème-là. Ils veulent parler des minéraux, d'argent, je ne sais pas quoi, mais pas des gens, pas des otages, pas des captifs. Ce n'est pas une administration qui va agir basée sur les principes et les valeurs, très clairement. Et donc, c'est vraiment important que l'Europe le fasse. Et cet après-midi, je vais rencontrer avec le ministre des Affaires étrangères ici à Paris et je vais parler avec lui de ça. Comme j'ai parlé de ça avec ses homologues, ses collègues d'autres pays européens, parce qu'on dépend vraiment, quand je dis on, tous ces gens-là, des dizaines de milliers de gens qui sont les captifs, les otages de cette guerre, ils dépendent sur l'Europe de faire ce sujet, faire partie des négociations, pas des États-Unis. Et je crois que oui, ça va se passer un peu, peut-être pas maintenant, mais dans quelques mois. Mais à mon avis, je ne vois pas comment M. Trump et M. Poutine peuvent éviter que l'Europe aussi
soit sur cette table à cause de la question des sanctions. Votre question sur les minorités nationales, c'est absolument vrai que beaucoup de militaires russes en Ukraine viennent de ces républiques-là, du Caucase, de l'Est, en Sibérie et tout ça. Plutôt, les raisons sont économiques. Quand on a parlé avec vous, Madame la vice-présidente, ce sont les régions très pauvres. Beaucoup plus pauvres, évidemment, que Moscou et Saint-Pétersbourg, mais aussi beaucoup plus pauvres que des régions de la Russie centrale. Et le ministère de la Défense russe offre pas mal d'argent aux gens pour aller sur cette guerre, et ces gens-là qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de perspective, qui n'ont rien dans cette région éloignée et pauvre, il y a beaucoup de gens qui acceptent cet argent et vont à la guerre. Il y avait aussi, j'ai parlé à Strasbourg hier, dans le cadre de la session de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, je parlais avec une collègue qui travaille beaucoup avec des prisonniers de guerre des deux côtés. Donc elle a parlé beaucoup avec des prisonniers de guerre ukrainiens qui ont été libérés de la Russie et des prisonniers de guerre de Russes qui sont actuellement en Ukraine encore. Et elle m'a dit qu'il y a une autre raison pour le fait que le ministère de la Défense russe prend tellement de représentants de ces minorités nationales, parce que apparemment ils disent que c'est psychologiquement vraiment difficile pour les Russes de tuer les Ukrainiens, parce qu'on est les mêmes, hein, ce sont des peuples très proches, comme tout le monde sait. On a presque la même langue, la même religion, des siècles et des siècles d'une histoire commune. Mais si c'est quelqu'un qui vient d'une autre culture, apparemment c'est plus facile. C'est ça ce que cette collègue m'a dit hier. Je n'ai jamais pensé à ce point-là. Pour moi, c'était surtout économique, les raisons. Mais maintenant, quand elle me l'a dit hier, j'ai commencé à réfléchir de ça aussi. Et comme vous avez dit, exactement, il y a beaucoup plus de victimes de guerre entre ces peuples-là aussi. Il y a des cercueils retournent. Et on voit surtout ça de gens, oui, comme vous avez dit, de Daghestan, de Tchétchénie. Mais la Tchétchénie, c'est une histoire différente. Le régime de Kadyrov en Tchétchénie, pour moi, c'est vraiment la pire partie du régime de Poutine russe. Je ne peux pas même trouver des mots pour parler de ce qui se passe en Tchétchénie. Mais même dans d'autres régions du Caucase, Ingouchetie, Daghestan, mais aussi c'est l'Orient de la Russie, c'est l'Est, c'est les régions comme Bouriatie, par exemple, et Yakoutie, là-bas, vraiment à l'Est, à nord-est de Sibérie. Il y a beaucoup de militaires qui viennent de ça. Et bien sûr, on sait que maintenant, il y a beaucoup de militaires étrangers. Corée du Nord, mais aussi, vous avez vu hier les nouvelles de l'arrestation des soldats chinois maintenant par les Ukrainiens, les soldats chinois qui étaient avec l'armée russe en Ukraine et contre l'Ukraine. Et en fait, ça c'est assez illustratif aussi, le fait que Poutine maintenant doit trouver des soldats au dehors du pays. Parce qu'on a vu que le ministère de la Défense russe doit augmenter tout le temps le somme d'argent qu'il donne aux gens pour aller à la guerre, ce qui dit à moi qu'il n'y a pas assez de gens qui le veulent. Et donc, ils doivent faire plus et plus et plus et plus, mais en fait, il y aura une limite à ça aussi à un moment donné. Et oui, l'extrême gauche et l'extrême droite, c'est, comment ça s'appelle en français, le fer de chemin, ce truc-là qui est, cheval, pardon, le fer à cheval, oui, oui. Horseshoe theory, comme on l'appelle en anglais, fer à cheval. Et ils disent que les côtés extrême gauche et extrême droite, en fait, ils sont assez proches dans quelques questions. Chaque fois, quand je parle devant beaucoup de parlements dans les pays européens, chaque fois, il y a des députés d'extrême gauche et extrême droite qui commencent à parler, et ils peuvent parler sur la première chaîne de la télévision russe parce qu'ils disent tous les mêmes mots. Je ne sais pas si c'est une question idéologique ou si c'est une question des intérêts que ces gens-là... parce que je peux parler de l'époque soviétique parce que là, on sait, après la chute du régime communiste en 1991, il y avait quelques archives, pas assez malheureusement, mais quelques archives de l'ancien KGB et du Parti communiste ont été publiées. Et on a vu beaucoup d'informations au sujet de l'argent
que le Politburo, le régime communiste, a envoyé à d'autres partis communistes, évidemment, dehors de l'Union soviétique, mais aussi aux autres gens. Par exemple, aux syndicats qui ont fait la grève contre le gouvernement de Margaret Thatcher en Angleterre dans les années 80 et tout ça. Donc, on a vu beaucoup d'informations sur ce sujet-là. Et je suis convaincu, évidemment, qu'on n'a pas de preuves aujourd'hui. On connaît des petites choses, comme par exemple ce crédit bancaire au Front National français qui est venu de Moscou il y a quelques années. Ça, on sait, parce que c'est l'information publique. Mais je suis sûr que quand il y aura le changement politique en Russie, et quand les documents, les archives vont être ouverts et publiés, je crois qu'on va trouver pas mal d'informations intéressantes sur les liens, y inclut les liens financiers entre le régime de Poutine et les partis d'extrême gauche et l'extrême droite de l'Occident. Je crois que, j'espère, je crois, je suis sûr en fait qu'on va un jour savoir l'information dont vous demandez. Mais c'est absolument le fait que les plus grands amis de M. Poutine dans les pays occidentaux sont soit extrême gauche, soit extrême droite. On a parlé de ça aussi dans le cadre de la session cette semaine à Strasbourg, parce qu'il y a déjà des sentiments et dans l'extrême gauche et dans l'extrême droite, à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, qu'il faut, après le cessez-le-feu en Ukraine, qu'il faut retourner à la Russie actuelle de Poutine au sein du Conseil de l'Europe. Évidemment, à mon avis, ça c'est complètement inacceptable. Je suis sûr qu'un jour la Russie reviendra au Conseil de l'Europe, mais ça sera une Russie différente, démocratique, pas cette dictature qu'on a maintenant. Merci beaucoup, merci de votre question.